Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et on commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré, je le disais en introduction, comme tous les jeudis à la thématique de l'ISR, l'investissement socialement responsable. Et aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette grande question. Quand faire de l'ISR? Alors dès maintenant, vous répondront sûrement un certain nombre de militants, mais le métier des professionnels de l'accompagnement en gestion de patrimoine est aussi de regarder comment cela s'inscrit dans une stratégie patrimoniale. On vous détaille tout cela avec Maëlle Caravaca, fondatrice du cabinet en gestion de patrimoine spécialisé en ISR en privé. Bonjour Maëlle Caravaca. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. On va effectivement parler du timing de l'ISR, donc savoir quand faire de l'ISR. J'imagine que vous avez une réponse très précise sur le sujet. Juste avant, on aime bien quand on reçoit des professionnels de l'investissement socialement responsable, faire un bilan de cette COP26 qui s'est tenue il y a quelques semaines maintenant. Oui. COP26 avec un bilan assez mitigé sur la capacité des gouvernements à s'entendre pour faire avancer les choses dans ce débat-là, qui n'est même plus un débat mais qui devient une urgence pour le coup. Et surtout une COP26 qui partait mal dans un sens, puisqu'elle s'ouvrait sur le constat d'échec de la COP21 5 ans auparavant. Comment est-ce que vous avez suivi ces discussions et ces avancées ou non sur le sujet? Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes en fait autour de la COP26 et moi ce que je constate c'est qu'à nouveau notre maison brûle et qu'ils ont tous regardé ailleurs. Alors on peut se féliciter qu'il y ait eu des avancées. Effectivement, l'objectif c'était de rehausser les ambitions climatiques. C'était aussi de s'interroger de comment mobiliser la finance autour de ces enjeux-là, autour du défi de l'adaptation. Malgré tout, même si effectivement on a eu du soutien sur l'accélération de l'innovation, le fait de s'interroger sur la déforestation, pour la première fois, on a parlé des énergies fossiles. Bien sûr. Oui. Malgré tout, le bilan et dans la convention finale, il y a eu de grandes déceptions et c'est pas pour rien d'ailleurs que le président de la COP a eu une forte émotion et s'est excusé parce que en fait, on n'avance pas. Donc le bilan est très mitigé, d'autant plus que si on regarde un peu les projections qui ont été faites et si toutes les promesses sont tenues, on arrive quand même sur une trajectoire à 2,7 degrés, donc on s'éloigne quand même de l'objectif. Bien sûr. Oui. Et dans un objectif qu'on n'avait déjà pas réussi à atteindre à l'ouverture de la COP 26, et là du coup on s'en écarte encore plus. Encore plus, et pourtant le changement il est encore plus physique, il est encore plus menaçant, et il y a eu aussi un gros sujet sur justement les pays les plus vulnérables qui sont en première ligne sur ce dérèglement climatique et la question de l'adaptation et des pertes et dommages, là où normalement les pays développés devaient apporter leur soutien de 100 milliards de dollars par an. Le problème, c'est qu'on n'est même pas sur une démarche de dons, mais de prêts. Donc, ça creuse encore plus la précarité de ces pays. Et puis, de toute manière, le budget n'est pas là, quoi. Et alors, sur le rôle de la finance, qui était une des questions centrales de cette COP26, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Parce qu'il y a des annonces. Marc Carnet a annoncé 130 000 milliards du secteur financier pour financer cette transition énergétique. C'est quand même un peu surprenant de se rendre compte que d'un côté, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dans le circuit et dans la transition énergétique, et de l'autre, l'urgence est encore plus urgente et chaque jour qui passe accélère encore cette urgence. Oui, en fait, la problématique, c'est vraiment de flécher ces capitaux et de les mener vers les activités qui seront porteuses d'avenir. Le problème, c'est qu'on ne sait même pas définir quelles vont être les activités. En France, on se divise justement sur la question du nucléaire. Et je pense que voilà, c'est déjà très difficile de définir les postes qui vont être décisifs pour cette transition. Et puis, certainement aussi qu'il y a un tiraillement entre les intérêts économiques, politiques, et puis ces enjeux de survie. Donc effectivement, il y a beaucoup d'argent dans le circuit et cet argent a encore du mal à servir. Et c'est là qu'intervient par exemple les cabinets en gestion de patrimoine, puisque du coup, quand on entend 130 000 milliards que Marc Carnet est allé voir tous les grands financiers des grandes places financières dans le monde et qu'il a réussi à récolter tout cet argent, bon très bien, donc ça c'est les professionnels de la finance. La place des conseillers en gestion de patrimoine dans cet écosystème-là ou dans cette équation-là, elle est où du coup? On porte une grande responsabilité justement à orienter les capitaux des clients
vers ces enjeux de développement durable parce qu'on est intermédiaire, donc on est un maillon justement dans ce circuit financier. Et en plus de ça, on a la connaissance justement pour orienter les clients. Donc, à mon sens, tous les professionnels de la finance, y compris les conseillers en gestion de patrimoine, devraient s'y intéresser et devraient y donner la priorité parce que vraiment, il y a plus de temps à se poser la question et à en parler, quoi. Il faut agir. Et bien alors justement, on arrive avec cette question où j'imagine vous commencez à nous donner un début de réponse. Quand faire de l'ISR? Alors du coup, tout de suite, donc, voilà, ça c'est la première réponse. Je précise un peu ma question. Si je pose cette question comme ça, quand faire de l'ISR? C'est que dans une stratégie patrimoniale, il y a différents types d'investissements qui arrivent à différents moments de vie en fonction que ce soit d'un niveau de revenu ou de premiers investissements qu'on fait en priorité. Je pense par exemple à l'achat d'une résidence principale ou à l'ouverture d'un contrat d'assurance vie. Ça, c'est des choses qui sont très récurrents en début de carrière. L'ISR, est-ce qu'il a un moment précis où il doit arriver dans sa stratégie patrimoniale ou est-ce que c'est plus large ou pour le coup l'approche de l'ISR est différente? En fait, avoir une démarche responsable, elle peut démarrer même à l'origine dans son compte courant pour la gestion de ses finances personnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des initiatives qui se sont créées il y a maintenant 2 ans avec l'émergence des néobanques écologiques. Donc déjà, même dans la gestion courante de son argent, on peut avoir cette approche de durabilité et de conscience sur l'utilisation de son argent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre qu'on a un pouvoir important et il ne faut pas le sous-estimer. Et quand on dépose son argent à travers son compte courant ou c'est livré, bien entendu, les banques traditionnelles vont utiliser ces dépôts pour faire du financement auprès de PME, auprès d'entreprises ou pour investir avec une logique de rentabilité. Et ça existe par exemple aujourd'hui un compte courant vert, donc ça existe dans les néobanques dont vous nous parlez, d'accord? Oui, elles continuent à se développer et on n'est qu'au début de cette démarche. Mais il y a des banques effectivement qui commencent déjà à ouvrir leur offre et à proposer des comptes neutres en carbone, en tout cas pour limiter cette empreinte carbone qui peut avoir les comptes bancaires. Et alors, pour bien comprendre, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai une vingtaine ou une trentaine d'années, j'ai touché mon premier salaire. Moi, mes premiers enjeux dans la vie, c'est de me construire un patrimoine. Ouais. Donc finalement, l'ISR, peut-être que ça me touche énormément au quotidien. Peut-être que je trouve effectivement que les gouvernements font pas assez, que les entreprises font pas assez. Mais pour autant, est-ce que j'ai pas forcément ce premier réflexe dans mon épargne? Parce que je me dis, avant, il faut peut-être que je m'achète éventuellement mon appartement ou ma maison, ma voiture électrique ou pas avoir. Et là, dès ce moment-là, on peut faire de l'ISR ou quand même c'est plus complexe que ça? Non, à mon sens, on peut vraiment faire de l'ISR dès le plus jeune âge et dès le premier euro. Donc déjà à travers la gestion de ses finances personnelles et puis bien entendu après dans l'investissement. Donc vous parlez de l'immobilier, donc c'est vrai qu'on va s'interroger de l'achat de sa résidence principale. Mais même là encore, quand je vais acheter un appartement, je peux m'interroger sur l'efficience énergétique du bien. Il y a le sujet des passoires thermiques et de toute manière la réglementation va sanctionner. Bien sûr. Ouais. Donc il va falloir se mettre en ordre de marche pour en fait prendre le pli et s'intéresser à la rénovation, à la restructuration du foncier. Donc même là, je peux avoir cette démarche. Et puis après, je dirais en fait, c'est vraiment une approche holistique dans toute la pratique du quotidien. Même quand je vais acheter des meubles pour décorer mon appartement, je peux avoir cette démarche responsable. Ouais. Et puis bien entendu, sur d'autres types d'investissements, je vais ouvrir mon assurance vie, je vais avoir accès à de l'investissement responsable. Je pense à ma retraite et je vais ouvrir un plan retraite. Je vais pouvoir avoir accès Et donc là, il y a plus un investissement en action, parce qu'effectivement, quand on pense ISR, l'idée un peu reçue, c'est que en fait, je vais aller investir dans telle entreprise qui a un fonctionnement presque associatif et qui va recycler des déchets ou faire en sorte que l'eau soit plus potable dans telle région du monde ou s'assurer qu'il y ait moins de pollution dans telle ou telle région du monde. Mais sauf que ça, c'est finalement une petite partie de l'ISR. C'est ça, c'est ce que vous nous dites. C'est qu'en fait, c'est beaucoup plus large que ça en matière d'investissement. Pour moi, le paysage est très large et vraiment à chaque étape de l'investissement, je peux retrouver une dimension ISR. Que ça soit dans l'assurance vie, que ça soit dans l'immobilier collectif, que ça soit dans l'immobilier direct, que ça soit pour la retraite, que ça soit pour effectivement le financement de start-up ou de PME à travers le crowdfunding ou le private equity. Donc, c'est incontournable. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. On ne peut pas me dire « je ne peux pas faire de l'ISR ». Il n'y a plus d'excuses, c'est accessible. Et a priori, les choses vont s'accélérer puisque d'ici 2030, je regardais les chiffres, la thématique ESG, en tout cas l'approche ESG, devrait quadrupler d'ici 2030.
Donc, il va y avoir du choix. C'est comme le bio il y a 15 ans, c'était difficile. Donc là, aujourd'hui, finalement, le tout le bio, monde s'y met, donc on aura encore plus de choix. Et alors justement, on peut finir là-dessus. Comment faire le tri dans les offres ISR aujourd'hui? Est-ce qu'à partir du moment où il y a marqué ISR, ça veut dire que c'est bon, on peut y aller, ou il faut commencer à faire du tri? Malheureusement, non, et c'est la problématique pour les épargnants, je pense. En tout cas, quand on veut le faire de manière autonome, c'est difficile. Il y a beaucoup de greenwashing, il y a beaucoup d'écueils aussi dans la réglementation sur l'identification des actifs ISR. Donc je pense que le mieux, c'est de se faire accompagner avec des professionnels qui sont avisés sur le sujet. Pour éviter les pièges du greenwashing. Les pièges du greenwashing. Et comment est-ce qu'on peut se renseigner? Dernière question, parce que j'ai vu effectivement que chez En Privé, vous faites pas mal de formations. Donc il y a un sujet quand même de comprendre un petit peu ces investissements d'éducation financière, même sur ces nouvelles thématiques qui sont pourtant pas mal mis en avant dans les médias aujourd'hui. Oui, il y a besoin de se former. Alors moi, au sein du cabinet, c'est vrai que j'essaie d'apporter de la pédagogie auprès de mes clients. Donc je crée du contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ensuite en rendez-vous, pour qu'ils puissent justement comprendre, pour se sentir engagés. C'est très important d'avoir cette transparence et de savoir où on met les pieds. Donc je pense que l'accompagnement est essentiel. Et à nouveau, en tant que professionnel, on a cette responsabilité de flécher, finalement. Complètement. Merci beaucoup, Maëlle Caravaca. Je rappelle que vous êtes fondatrice du cabinet en gestion de patrimoine, donc spécialisé sur ces thématiques ISR, cabinet de gestion de patrimoine qui s'appelle En Privé. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.